Donc on va un petit peu évoluer dans la géographie parisienne. On a beaucoup parlé des Invalides, bien évidemment du tombeau, mais une question l'avait d'ailleurs mentionné, il y a une sorte de cénotaphe de la mémoire funéraire de Napoléon, qui est la colonne Vendôme. Je vais plus particulièrement consacrer cette communication à la mémoire du 5 mai, mais une mémoire non plus officielle, mais séditieuse, protestataire, contestataire, et qui, notamment sous la monarchie de Juillet, a trouvé en quelque sorte un berceau idéal, la colonne Vendôme. Alors, en octobre 1828, le procureur du roi à Paris est indigné. La raison de son indignation, la facilité avec laquelle le ministère laisse circuler des dessins représentant Buonaparte, entre guillemets. En effet, depuis le 5 mai 1821, il y a une certaine tolérance qui s'est installée à Paris. Lithographies, statuettes, médailles, effigies, médailles à l'effigie de l'usurpateur circulent désormais à Paris et ses faubourgs avec une certaine tolérance. Ainsi que le regrette le procureur du roi, l'exposition publique de dessins représentant Buonaparte aurait, après sa mort, pu paraître aux agitateurs eux-mêmes stériles et sans résultat. D'ailleurs, comment interdire, sans ridicule, un modeste paravent de cheminée représentant un convoi funéraire assorti de l'inscription laconique « Sa mémoire ne périra jamais ». Or, déjà, à la fin de la Restauration, tous ces meubles, pendules, candélabres, etc., à l'effigie de Bonaparte, semblent préparer les esprits en vue d'une révolution. Et effectivement, les élites entendent éberluer des cris « Vive Napoléon, vive l'empereur » résonner sur les barricades dressées à Paris à l'occasion des Trois Glorieuses. Or, les communications précédentes l'ont bien montré, la mémoire napoléonienne va être très largement intégrée à l'idéologie du régime de Juillet. Il n'empêche qu'il y a une mémoire contestataire qui se greffe autour de cette date en exploitant ou en astillant, selon le gouvernement, l'effervescence des passions politiques à travers une date qui aurait dû théoriquement être vouée au deuil et au recueillement. Et on s'aperçoit de l'ambiguïté finalement de cette récupération napoléonienne par le régime de Juillet dès le mois de mai 1831, donc on est au 10e anniversaire de la mort de Napoléon. Et les nostalgiques, les vétérans des campagnes napoléoniennes ont décidé de se recueillir autour de la colonne Vendôme en déposant au pied de la colonne, sur le piédestal, des couronnes d'immortelles et des branches de cyprès. Alors effectivement, il y a même la rumeur selon laquelle des ouvriers auraient commandé une statue en bois de chêne de Napoléon à un artisan du faubourg Saint-Mandé. Il se préparait à faire traverser cette statue en sorte d'effigie en appel à la révolte à travers tout Paris jusqu'à la colonne pour ne pas attendre en quelque sorte l'installation officielle puisque dès avril 1831 paraît la décision royale selon laquelle une nouvelle statue de Napoléon va être hissée au sommet de la colonne. Alors évidemment, la colonne est placée sous surveillance policière, ce qui paraît tout à fait ridicule. Il y a des rapports de police demandant où est la statue. Elle est bien restée à Saint-Mandé, donc elle est en quelque sorte interdite de résidence sur le territoire parisien. Signe d'indice de perte de confiance dans le régime, au matin du 5 mai, dans la crainte d'une émotion populaire, la bourse fléchit. Or, justement, le régime de Juillet s'était fondé sur une assurance de garantie de tranquillité publique. Louis-Philippe avait prétendu instaurer ce régime sur la confiance et le crédit. Or, le 5 mai, du moins la journée du 5 mai, ne se passe pas si mal. Les gazettes officielles ont beau jeu de dénoncer le parti des trembleurs qui ont incité à mettre sous les armes la garde nationale. La reine Hortense, incognito à Paris au même moment, reconnaît un cœur déchiré d'émotion en voyant ces survivants des campagnes impériales se recueillir. Ils en revenaient de la colonne avec une expression qui me parut plutôt douloureuse qu'hostile. Or, ce spectacle paisible s'anime de façon plus tumultueuse les jours suivants. La police commence à noter des cris répréhensibles, on se met à chanter la Marseillaise, le chant du départ, et on voit en même temps la façon dont la figure napoléonienne, une figure protestataire,
va en quelque sorte synthétiser un peu toutes les oppositions, y compris même légitimistes, à partir du 5 mai 1831. On le voit parce qu'il y a eu une répression menée par Georges Mouton, comte de Lobau, et différentes petites caricatures, poèmes, etc., pamphlets. Et à travers ce petit pamphlet, donc on voit il y avait une foule de citoyens, donc la foule s'agrège, non seulement les quelques centaines de vétérans, mais il y a un véritable petit marché qui se met en place. Badeaux, curieux, Paris est la ville de la curiosité, donc il y a un petit marché, les marchandes de fleurs, effectivement, on a trouvé qu'il y avait un commerce à faire, les vendeurs de coco, un plâtrier sculpteur qui, au lieu de vendre des petits chiens qui dont la tête s'incline, vendent des petits bustes du héros, du grand Napoléon qui veut un petit buste, empereur à 5 sols, c'est le prix le plus juste, sans compter tous les écrivaillons, écrivains publics, une plume à la main, qui offrent en petit verre pour 10 sols un quatrain, et plus vous mettez de l'argent, plus le vers, plus le poème est élaboré. Donc effectivement, il y a toute une foule qui commence à s'agréger, et les esprits semblent perturbés, en rumeur, on entend des « Vive Napoléon »,« Vive l'empereur ». Le commandant de la garde nationale, donc Georges Mouton, décide d'enlever tous ces ex-voto, et ce qui va déclencher en même temps l'insatisfaction de la foule, jusqu'à ce qu'il décide de disperser l'attroupement. Et comme dans cette foule, il y a d'anciens compagnons d'armes, il va inventer en quelque sorte le canon à eau, il va faire disposer 6 pompes à feu, une sorte de lance-incendie de l'époque, et asperger les manifestants. Alors cette technique plutôt humaniste de restauration de l'ordre et ne pas suivi d'effet tout simplement parce qu'on n'avait pas prévu suffisamment d'eau. Vous voyez une caricature de Daumier, du Charivari. On voit le pauvre Lobau en habit d'apothicaire parce que le caricaturiste va mêler la seringue à incendie et la seringue à clister, le clister étant un instrument de barbier, d'apothicaire, qui sert pour les lavements, pour les purgations. Et donc Lobau a ainsi mis Paris en état de siège, un jeu de mots sur l'état de siège, mais un état de siège qui éveille les rires et non l'effroi. Alors je vous rassure, quand même, l'ordre est restauré, la bourse est rassurée. Dès le 9 mai, les cours repartent à la hausse. Mais il est resté, alors on fait appel à la cavalerie qui va charger au grand trot pour disperser tout ce petit monde. Il n'empêche que ce moment va synthétiser une sorte le clister va devenir un des symboles, un des emblèmes du juste milieu. Le clister est évidemment quelque chose de ridicule. Ici, on voit Lobau qui traverse tout Paris, on devine la colonne Vendôme, et il porte sous son bras son bâton de maréchal. En effet, les semaines qui ont suivi cette charge à l'eau, Lobau a été nommé maréchal de France. Et il paraît synthétiser toutes ces élites impériales qui sont prêtes à étouffer, à réprimer les oppositions, y compris les oppositions bonapartistes, en échange de profits, de puissance, de postes, etc., dans une logique de soumission par les honneurs. Et alors, effectivement, les rires s'en donnent à cœur joie. Alors, d'une part, on considère que mitrailler la foule aurait été moins humiliante que cette charge à l'eau, ce que reconnaît la Quotidienne. L'emploi de ce moyen d'ordre auquel la population des barricades n'a pas été habituée par les gouvernements a été reçu avec une indignation beaucoup plus vive que ne l'avaient été les charges de cavalerie. Et l'humour est une façon de se protéger de cette humiliation. Donc, le pauvre Lobau est surnommé prince de Lancelot. On appelle tous les apothicaires de Paris à se présenter à la garde nationale. On annonce sa nomination en tant que garde des Sceaux et il paraît le meilleur serviteur des pompes de gouvernement. Donc cette exécution grotesque et méprisante, en quelque sorte ancrée un 5 mai séditieux sur le territoire parisien. Et cela se confirme. Alors une autre caricature de Granville, où on voit un mouton qui supporte évidemment le nouveau commandant de la garde nationale, qui s'asperge, et on voit véritablement la façon dont Granville retourne. Cette exécution à l'eau paraît un véritable crachat à la face du peuple, et un crachat réalisé par les enfants bâtards de la liberté, c'est-à-dire ceux qui ont trahi la mémoire de l'empereur et qui peuplent désormais les antichambres du pouvoir, c'est-à-dire la Cour des Pairs, la Chambre des députés, etc. Et le 5 mai 1832, là, le régime a anticipé et le préfet de police
se félicite d'avoir interdit préalablement un banquet qu'il qualifie de sans-culottide qui devait se tenir avant le défilé des vétérans devant la colonne Vendôme. Et le préfet de police s'étouffe d'indignation de ce télescopage entre émotion populaire, menace de soulèvement républicain, action des sociétés secrètes, notamment de la Société des Amis du Peuple, et la mémoire napoléonienne. C'est en évoquant les souvenirs de sa gloire que nos opiniâtres démagogues voulaient associer le nom du grand homme à leur coupable dessein. On invoque une conspiration menée par les bonapartos, carlos républicains, voire les républico-napoléonistes. Ça fait beaucoup de monde devant la colonne Vendôme et la journée se passe mal. Des coups de feu sont tirés, on ne sait pas, peut-être des coups d'agents provocateurs. La presse bonapartiste ou d'opposition accuse les sbires de Philippe. Pour le gouvernement, ce sont les sociétés secrètes. Paris est alors en effervescence. Paris est alors frappé par une terrible épidémie de choléra. D'ailleurs, la ville est traversée par une insurrection le mois suivant. Et d'une certaine manière, ce 5 mai 1832 paraît une sorte de répétition générale avant l'insurrection qui va se tenir le jour des funérailles du général Lamarque. Et d'ailleurs, les hommes qui sont arrêtés, les républicains qui sont arrêtés ce jour-là, sont condamnés à des peines sévères à l'automne suivant. Notamment l'un d'entre eux est condamné aux travaux forcés à perpétuité, peine finalement commuée en détention perpétuelle. Alors, selon la rhétorique officielle, les républicains auraient insidieusement infiltré les rangs des fidèles de l'empereur. On peut douter d'une telle interprétation simpliste. En effet, les engagements républicains et les regrets bonapartistes ne sont nullement antinomiques. On a vu un Napoléon officiel à travers différentes communications de la journée, mais il y a également un Napoléon séditieux, un Napoléon libéral, voire un Napoléon démocrate qui se met en place au même moment. Napoléon, qui a été banni dans une île hostile par les monarchies réactionnaires, se mue en ardent patriote, apôtre des libertés, mais également le meilleur défenseur du peuple. Face à un régime de Juillet qui prétend réunir tous les suffrages de la nation, mais qui en fait a été désigné par des députés élus à un suffrage censitaire, Napoléon est une figure libérale, comme le dit Sudi Razarezing, le prince des idées libérales, on le voit sur ce magnifique dessin de Raffet où Napoléon paraît littéralement haussé au sommet de la colonne Vendôme aux acclamations de ses soldats. Donc c'est véritablement le vote des 100 grades, le ralliement, l'adhésion et le souvenir des 100 grades qui en quelque sorte cristallise la mémoire du 5 mai. Et on le voit à travers toute une série de poésies, alors plutôt de mauvaise facture, donc on ne les a pas gardées en mémoire, c'est pour ça que je vous ai mis celle de Théophile Gautier, qui elle était plutôt pour le 15 août, mais on va voir que cette 5 mai a une vocation quand même à dominante militaire, c'est une sorte de 11 novembre avant la lettre, avec beaucoup de guillemets, parce que ce sont le 5 mai les vétérans, les anciens de la Grande Armée qui sont à l'honneur, plus un public libéral, républicain, bonapartiste, qui se joignent à leur rang. Alors, quelques poésies. Napoléon est d'abord l'homme qui s'est élevé par sa seule force et qui a été frappé par les grands, justement parce qu'il a rompu toutes les conventions sociales. Et celui qui, brisé de sa chute et cachant ses douleurs, mourant désespéré sur la rive étrangère, nommait encore la France à son heure dernière, lui demandant tout bas une tombe et des pleurs. Donc à la différence d'hommes comme Lobau, qui seraient des transfuges de la cause impériale, seul le peuple aurait conservé les larmes véritables en l'honneur du sauveur de la patrie. Et ces larmes populaires contrastent en quelque sorte avec l'oubli des flatteurs ou les larmes de crocodile, si l'on peut dire, des puissants qui le servaient du temps de sa grandeur. C'est en vain que je cherche à bannir de mon cœur le souvenir d'un brave qui fut mon empereur, infidèles amis de sa postérité, vous le serviez au temps de sa félicité, ses revers ont chez vous détruit jusqu'à son nom, et vous ne voyez plus le grand Napoléon. Les surenchères de douleur à l'évocation du 5 mai contribuent à entretenir une figure de Napoléon, non en empereur des rois, mais en roi du peuple,
porté sur le pavois populaire, et cette estampe de Raffet est significative, est le meilleur protecteur des intérêts nationaux. Le pauvre encore conserve sa mémoire, seul il n'a pas oublié ses combats. En gémissant au pied de la colonne, le pauvre vient déposer une fleur. Et à la limite, pour ceux qui n'ont rien, la seule chose qu'ils pouvaient déposer, c'était en quelque sorte leurs larmes. Et d'une certaine manière, alors il n'y a pas du tout d'équivalence avec le 21 janvier sous la Restauration, jour de deuil en rappel du souvenir du roi martyr, Louis XVI, qui était utilisé en quelque sorte comme une philosophie du ressourcement par les larmes. Et les larmes servaient alors en quelque sorte de vertu rédemptrice pour conforter la sacralité des Bourbons. Tout au contraire, le 5 mai à la Colonne a une dimension séditieuse, mais en même temps militante. La liberté se fortifie à la faveur des soupirs, on est alors à l'âge romantique, donc les larmes en mémoire de Napoléon permettent plus globalement de fortifier la liberté. L'ombre auguste et sacrée rallume un feu qu'on éteignit en vain en juillet 1830, puisqu'il est en permanence le souvenir de la Révolution brisée avec l'instauration de la monarchie de juillet. Et d'une certaine manière, les intervenants, les participants, mettent en parallèle la liberté, le Napoléon brisé à Sainte-Hélène est frappé par les rois réunis au Congrès de Vienne et la liberté brisée à l'occasion d'août 1830, lorsque la Chambre des députés a promu Louis-Philippe, un roi heureusement trouvé, près d'un trône brisé. Et les appels à la liberté sont incessants dans ses poèmes consacrés au 5 mai. Les rois, le Napoléon est d'abord l'homme qui foudroyait tous les trônes de la terre, le vainqueur de tous les rois de l'Europe. À l'annonce de son dernier souffle, les rois respirèrent enfin. Homme qui foudroyait les trônes de la terre, on l'enterra vivant au bruit de son tonnerre, et les rois de terreur encore tout haletant trouvaient que pour mourir, il mettait trop longtemps. Autre poème, plus de tyrans dans la... Non, c'est vraiment un appel, non pas peut-être pas au tyrannicide, mais quand même l'assimilation des rois, et notamment de Louis-Philippe, à un tyran. Plus de tyrans dont la haine empoisonne ces soins pieux que l'on doit au malheur, plus de tyrans au pied de la colonne, un peuple libre a répandu des fleurs. Et donc on comprend pourquoi les nostalgiques, les débris de la Grande Armée répugnent au deuil institutionnel mis en place par la monarchie de Juillet. Le bonapartisme funèbre, et j'emprunte cette expression à l'historien Emmanuel Furex, le bonapartisme funèbre refuse les séductions orléanistes. L'exaltation de commande peine à convaincre et à convertir les vétérans. Les grognards ne tiennent nullement à abandonner leur empereur au roi bourgeois. En outre, il faut bien voir qu'il y a aussi la situation propre des vétérans. La fascination du régime pour le grand capitaine ne contribue nullement à améliorer leur situation matérielle. On le sait, la plupart des anciens soldats des armées impériales vivent dans une misère peut-être pas toujours grise, noire, en tout cas beaucoup ont sombré dans l'indigence parce que les pensions sont rares, les postes réservés dans l'administration pour ces anciens vétérans sont quasi inexistants. Et d'une certaine manière, les réunions du 5 mai servent d'une part en exhibant ses uniformes, ses décorations, ses bannières, ses ailes, etc., d'exposer à la face du pays son ingratitude, d'autant qu'au même moment, quelle que soit l'exaltation officielle en faveur de Napoléon Ier, malgré tout, les élites de Juillet se défient des fièvres bellicistes du début du siècle et ne sont pas loin d'assimiler le militaire à un traîneur de sabre. Et donc, d'une certaine façon, exposer son uniforme, exposer ses blessures, etc., c'est l'occasion de rappeler l'ingratitude de contemporains oublieux des sacrifices passés. En même temps, alors qu'il n'y a aucun monument aux morts consacré aux morts de la Grande Armée sur le territoire national, la colonne sert en même temps de substitut, sans compter les banquets, etc., qui permet de renouer, du moins pour ceux qui sont présents, les plus militants ou les plus fervents. Ces réunions du 5 mai permettent en quelque sorte de renouer avec une fraternité d'armes. Et on le voit à travers la société philanthropique des débris de l'armée impériale qui se crée à partir de mai 1841. Alors, le droit d'association n'existe pas, ou plutôt il est très restreint, sous la monarchie de Juillet, donc vous n'avez pas toutes ces associations d'anciens combattants qui vont fleurir au lendemain de la Grande Guerre.
Et cette société philanthropique, des débris de l'armée impériale, exploite une faille en quelque sorte de la loi et se présente comme une société de secours mutuel destinée justement à soutenir les soldats tombés dans la misère. Mais évidemment, elle va décider de célébrer avec pompe les 15 août, 5 mai et 15 décembre. Or, et notamment les rassemblements du 5 mai, mais également du 15 août, vont rapidement frôler l'activité subversive. En effet, les esprits s'échauffent à la fin du banquet et il y a des toasts qui sont portés, non seulement en faveur du peuple français, mais également en hommage à tous ceux qui portent le grand nom, mais aussi en faveur de l'héritier du nom, Louis-Napoléon, qui au même moment a été condamné à un emprisonnement perpétuel dans une prison d'État. C'est la raison pour laquelle le régime va tenter de discréditer ces rassemblements en prétendant que tous ces hommes, certains sont des imposteurs, ils ont racheté leurs uniformes au carreau du Temple. Et surtout, ce qui paraît le comble du ridicule, le préfet de police menace en avril 1945 ceux qui se rassembleraient le mois suivant dans leurs uniformes noircis par la poudre des batailles, selon le rapport de la Revue de l'Empire. Le préfet de police menace ces hommes de leur appliquer les dispositions du code pénal relatives à l'usurpation de costume. Finalement, cette association est dissoute, mais en même temps, on voit toute l'ambiguïté de ce 5 mai, un 5 mai officiel, qu'on a vu aux Invalides, et un 5 mai beaucoup plus séditieux, même s'il n'y a toujours pas une émotion populaire effective, à la colonne Vendôme. En même temps, le 5 mai devient un argument de vente. Hier comme aujourd'hui, Napoléon fait vendre. Donc, par exemple, l'édition exploite sa date. Ernest Bourdin choisit le 5 mai 1842 pour faire paraître son mémorial de Sainte-Hélène, illustré par Charlet. Et il y a aussi des vaudevilles, plus ou moins mauvais, qui ont leur première au mois de mai, toujours des vaudevilles qui mettent en relation un vieux soldat, un vieux grenard, toujours poursuivi par la vindicte du pouvoir, un mouchard, etc. Et on voit une attention particulière dans les différentes rééditions du 5 mai de Béranger, à la représentation, à la scène pathétique où il y a un vieux soldat qui revient pour mourir en France et le bateau aborde l'île de Sainte-Hélène le 5 mai et on voit le narrateur s'effondrer en larmes parce qu'évidemment il aperçoit un drapeau noir dressé sur le rocher. Et on voit à quel point le bonapartisme d'opposition se nourrit de lamentation. Lamentation du bannissement de l'empereur, lamentation de sa mort en une terre, sur une île hostile, et lamentation de sa tombe en une terre étrangère. Et on le voit à travers ces différentes représentations. Même après le retour des cendres, il y a l'imaginaire, on le voit à travers une réédition de 1875, d'une certaine manière, à l'île de Sainte-Hélène, où vraiment on perçoit tout autour un ciel traversé par les phalanges héroïques qui ont rejoint leur capitaine, leur général, et avec en tête effectivement Napoléon. Et d'une certaine manière, cette image représente assez bien l'épuisement de la commémoration sous le Second Empire. Alors ce n'est qu'un épuisement paradoxal pour différentes raisons. On a rappelé les bonnes relations de Napoléon III et de l'Angleterre, de la France et de l'Angleterre sous le Second Empire, donc ressasser en permanence le mythe hellénien aurait été maladroit. D'autre part, beaucoup des républicains ou des opposants qui, tous les 5 mai, souffletaient Louis-Philippe à coups de bracelet mortels, se retrouvent dans l'opposition. Certains des hommes arrêtés en mai 1832 sont placés en résidence surveillée, subissent un internement politique au lendemain du coup d'État. Et surtout, le Napoléon que veut promouvoir le nouveau régime, dès 1852, c'est un Napoléon restaurateur de l'ordre, et on le voit à travers toutes les adresses, les pétitions, etc., adressées par les communes à l'automne 1852 pour inciter plus ou moins spontanément Louis-Napoléon à restaurer l'Empire. Et ces adresses évoquent un empire immortel, donc ce n'est plus du tout l'homme qui foudroyait les trônes, le vainqueur de tous les rois de l'Europe, mais le fondateur dynastique, le chef immortel d'une nouvelle dynastie, qui est le dépositaire du diadème de la souveraineté. Alors le 5 mai 1852, il y a une tonalité officielle qui est donnée à la cérémonie, aux Invalides. Les journaux prophétisent, dans un an, le deuil napoléonien ne sera pas seulement général en France, mais européen.
peine perdue. Et pour rescamoter un petit peu cette cérémonie, alors bien évidemment, il y a toujours une messe aux Invalides, une messe commémorative en la chapelle des Tuileries, mais le 5 mai 1826 est aussi le jour, enfin le 5 mai est le jour anniversaire de la naissance d'Eugénie, et donc disons que le 5 mai est plutôt un jour festif aux Tuileries sous le Second Empire. Et véritablement, le 5 mai se concentre sous le Second Empire à la colonne Vendôme, et ce souvenir est porté par les anciens de la Grande Armée. Et on voit à travers deux représentations, l'une de Gustave Doré, dans une nouvelle histoire de Paris de 1860, au moment où Paris s'agrandit, l'autre d'un journal illustré. Ce n'est plus du tout la colonne que l'on voit. Alors d'une part, Napoléon devient une sorte d'icône intemporelle, ce n'est plus du tout le général porté sur les épaules de ses soldats, mais un Napoléon, une sorte d'icône politique, et puis une foule plus ou moins curieuse, plus ou moins oublieuse de cette journée caractéristique qui traverse la place avec curiosité. Et véritablement, la mémoire est conservée par ces anciens de la Grande Armée, et c'est le point sur lequel insistent tous les journaux illustrés, donc ce petit nombre qui tirent du fond de leurs armoires leurs vieux uniformes, leurs shakos, leurs buffleteries noircies, etc. Et on voit que l'image se recentre sur le piédestal et quasiment les 4 règles paraissent porter un gisant, donc vraiment un cénotaphe, une sorte de monument aux morts par substitution de la Grande Armée, et une image tout à fait similaire, quasiment une décennie plus tard, le pèlerinage des derniers soldats de l'Empire à la colonne Vendôme, mais d'une certaine manière, alors on voit que désormais la foule autour n'est plus que spectatrice, elle n'est plus actrice, comme sous la monarchie de Juillet, et les journalistes se concentrent sur, alors en interview, le vétéran le plus âgé, alors en mai 70, juste avant la chute de l'Empire, le dernier, enfin le plus ancien, a 104 ans, il est né en 1766. On annonce qu'il est venu à pied depuis Montmartre et reparti de même. Et n'empêche qu'on voit véritablement, à travers cette mémoire, cet épuisement de la mémoire du 5 mai à la fin du Second Empire, c'est véritablement une date mémoire qui paraît disparaître, ce que reconnaît un journaliste du Petit Moniteur universel, lui-même fils d'un vieux soldat de l'Empire, c'est pour ça qu'il entretient et il conserve la mémoire du 5 mai. Et le 5 mai 1970, il annonce, pour plus d'un de mes lecteurs, c'est une date sans signification. Pour moi, le 5 mai est un jour solennel. Le 5 mai 1821, Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Et d'une certaine manière, avant même la chute de l'Empire, on voit malgré tout que le 5 mai, de date mémoire, est passé à une date commémorative qui paraît avant tout concentrée sur l'histoire militaire de l'Empire. Et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles ce souvenir du deuil rejaillit au lendemain de la Grande Guerre, dans quelque sorte dans une union sacrée du deuil partagé, ce qui est l'objet de la communication suivante. Je vous remercie.